Bonjour Maximilien, tu as été enfant caché pendant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Évidemment. Je suis né 5 semaines et demie, à peu de choses près, avant la guerre. Avant que la guerre n'atteigne la Belgique, en tout cas, puisqu'elle existait déjà en Pologne. Ma mère m'allaitait par un beau jour, c'était le 10 mai. Il était à peu près 5 heures du matin quand elle a entendu du bruit, m'a-t-elle raconté, un bruit inhabituel, un vrombissement. Elle a ouvert la fenêtre et elle a constaté que le ciel était rempli d'avions. Et peu de temps après, c'était l'aviation allemande, peu de temps après, les premiers bombardements commençaient, c'était la gare de Scarbeck qui était visée. Ma famille, comme beaucoup de gens, avait entendu parler ou vécu la Première Guerre mondiale, et beaucoup de gens ont fui. Ça a été l'épisode de l'exode vers le sud, vers la France d'abord, et puis vers le sud. Ma famille a été à la gare du Midi, mais c'était la cohue. Seul mon père a atteint un train. Lui, il est parti, il est arrivé jusqu'à Toulouse, avant de revenir malheureusement, parce qu'il a téléphoné à un ami à Bruxelles, qui lui a dit tout est calme, et il est revenu à Bruxelles. Pendant ce temps, ma famille, le reste de la famille, a pris la route, je ne sais pas par quel moyen, vers la France. Mais les troupes allemandes nous ont rattrapés à Valenciennes. Alors nous avons été rapatriés vers la Belgique, mais les bagages, il fallait les rechercher avec un document d'identité. Ma maman a été à la commandatur, et là, elle a été reçue par un officier à monocle, qui lui a dit vous nous preniez pour des barbares que vous fuyiez. Et tout se passait effectivement dans le calme tout un temps, jusqu'à ce qu'après quelques semaines, les premières mesures anti-juives se sont doucement mises en place, à commencer par l'inscription obligatoire dans les communes, la création de l'association des Juifs en Belgique, où il fallait aussi être inscrit. On avait un fichier, ce qui permettait aux Allemands de réquisitionner des gens pour soi-disant aller travailler à l'Est. Pendant ce temps, la vie continue. Les premières mesures n'atteignent pas vraiment la population. Les Juifs en ont vécu d'autres autre part et avaient l'habitude, en se disant, ils courbaient les chines, ils disaient ça va passer. Et puis il y a eu les interdictions professionnelles, on ne pouvait pas exercer tel métier, on ne pouvait pas aller dans les parcs, on ne pouvait pas aller dans les cinémas, on ne pouvait pas s'asseoir n'importe où dans un tram. Et puis il y a eu les premières convocations pour aller travailler à l'Est. C'était un grand point d'interrogation, on ne savait pas où aller si on ne savait pas pour quel travail. Les premiers Juifs se sont présentés à la caserne d'Ossun pour être déportés à l'Est, jusqu'à ce que la résistance conseille aux Juifs de se cacher, de ne pas s'engager pour aller travailler à l'Est, parce qu'on ne savait pas encore ce qui s'y passait. On l'a appris plus tard, parce qu'il y a eu quand même des investigations. La résistance a fini par apprendre ce qui se passait à l'Est. Comme les Juifs ne se présentaient plus volontairement pour partir, travailler, les nazis ont organisé des rafles. Et à Bruxelles, il y a eu une rafle importante en septembre 1942. Ma maman a échappé à une rafle à ce moment-là, ainsi que sa famille, et elle a compris qu'il fallait effectivement répondre au mot d'ordre de la résistance et se cacher. Elle a cherché des appartements pour ses parents, pour elle-même, et un endroit pour me cacher. Quand est-ce que ça s'est passé? Entre les rafles de 72, de septembre 42, et la déportation de ma maman en avril 1943. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez ma marraine et mon parrain. Tu sais comment ils ont choisi cette famille? Comment cette famille a été identifiée? À peu de choses près, oui. Mes parents avaient des amis non-juifs qui habitaient rue de la Caserne, dans le centre de Bruxelles, et ma maman leur a demandé s'ils pouvaient me cacher. Et ces gens ont répondu, c'est pas une bonne idée, il y a des Juifs qui habitent dans la maison, la Gestapo va un jour débarquer ici.
Mais je vais demander à ma belle-sœur. Et c'est par l'intermédiaire de ces gens que j'ai été caché chez ces braves gens. De cette séparation avec tes parents, tu n'as aucun souvenir? Aucun. J'étais un bébé. J'ai le souvenir de leur retour que j'ai été très mal accueilli. Tu avais C'était des quel âge étrangers. quand tu étais caché? Je devais avoir entre 2 ans et demi et 3 ans, parce que je ne sais pas à quel moment exact j'ai été caché. Mais je me dis que c'est entre les rafles de 72 et le 18 avril 1943, quand ma maman a été arrêtée. Raconte-nous comment ça se passe quand tes parents viennent te rechercher à la fin de la guerre. Rappelle-nous aussi quel âge tu as à ce moment-là. J'ai 5 ans. Très mal. C'est des étrangers. C'est des étrangers. J'étais bien chez ma marraine et mon parrain. Pourtant, ces braves gens me montraient des photos de mes parents. Mais c'était des étrangers. Plus aucun attachement conscient. C'est mon père qui est rentré le premier. Et il a essayé un jour de m'emmener au cinéma, mais j'ai fait un tel scandale en rue qu'il a renoncé et qu'il me l'a ramené. Et puis mes parents, comme quelques jours après, ma maman est rentrée, et mes parents venaient me voir chez ma marraine et mon parrain. Et quand ils arrivaient, je disais en bruxellois, ils sont encore une fois là. Ça c'est voir le doux. Tu parles bruxellois? Pas vraiment. Jusqu'au jour où mes parents m'ont repris, en me laissant quand même pas mal de semaines encore chez mon parrain et ma marraine. Mais je me souviens de ce jour-là. Il y avait un terminus de tram, ce qu'on appelle la Petite Île, près de la gare du Midi, et les trams étaient encore ouverts à l'époque par la fenêtre. Je disais à mon parrain, ne me laisse pas partir. Et je voyais les larmes couler sur la tête, sur des yeux de ce brave homme. Voilà. Alors tu as eu la chance que tes parents ont été compréhensifs par rapport à Absolument, je ton trouve qu'ils attachement. ont agi très intelligemment. Très intelligemment. Ils ne m'ont pas repris tout de suite. On a refait connaissance en quelque sorte. Ils me laissaient retourner chez ces gens le week-end. Et est-ce qu'à un moment tu as commencé à t'attacher à tes parents? Est-ce qu'il y a une histoire qui a démarré ou est-ce que ça a été quelque chose de compliqué? Ça a été au début compliqué, mais je crois, je n'ai pas la notion exacte du timing, mais je crois qu'après quelques mois, ça roulait normalement. On est parti. Le couple qui avait renseigné cette adresse pour me cacher avait un petit appartement, je ne sais pas si ça leur appartenait ou s'ils le louaient à Florentville. Nous sommes partis en vacances à Florentville, c'était en 1946. Et la vie a repris. Tout doucement, je suis rentré à l'école primaire, etc. Tu te souviens de cette enfance qui reprend son cours normal? Est-ce que tu repensais à des choses de la guerre ou à ce moment-là, pas du tout? À ce moment-là, je ne pensais pas à la guerre parce que la guerre ne m'a pas réellement traumatisé, à part le retour de mes parents. J'ai assisté à des événements mais sans aucune notion du danger. Quand il y avait un bombardement, lorsque on préparait le débarquement et que les Alliés bombardaient, on habitait tout près d'une ligne de chemin de fer qui était visée. Alors, je suivais les adultes, on allait se réfugier à la cave, etc. Mais je n'avais aucune notion du danger. Parce que tu étais trop jeune ou parce qu'aussi ton parrain et ta marraine ont été suffisamment sécurisants que... Non, parce qu'eux avaient peur. Eux avaient peur. Oui, eux avaient peur. Alors, j'ai 2 petites anecdotes à ce sujet. Je suis avec ma marraine dans le quartier où il y a maintenant le mémorial aux déportés juifs à Anderlecht, sur la chaussée de Gand, à l'intersection, je crois, avec la rue de l'Instruction. Et de loin, on a un tram qui est arrêté par des militaires et on voit les gens plaqués contre un mur, fouillés. On est à quoi, à 200 mètres? Moi, aucune notion du danger. Et il y a ma marraine qui me tire par la main, me dit « Ouais, en bruxellois, ça veut dire « Viens, on s'en va ». Mais aucune notion du danger. Et une autre fois, il y a une rafle dans le quartier, les soldats passent dans la maison, c'est encore une fois un beau jour ensoleillé. Je viens de me lever et ma marraine qui me répète « Tu t'appelles Francis van der Borch », ce qui était pour moi évident. Je ne m'appelais plus Maximilien Kutnowski.
Elle avait peur, moi pas. Et tu étais conscient qu'elle avait peur? Tu sentais Oui, ça? Oui, forcément. On m'a répété que je m'appelais comme ça, oui, mais je ne comprenais pas pourquoi. Quand est-ce que tu as commencé à avoir conscience de tout ce vécu particulier de l'enfance, de la guerre, de l'antisémitisme, des gens déportés, de l'histoire aussi de tes parents? Après la guerre, mes parents n'avaient plus rien. Ce n'étaient pas des gens riches avant, mais ils n'avaient plus rien du tout après. Nous avons donc vécu quelques mois chez mes grands-parents paternels qui n'avaient pas encore été déportés, et puis nous avons vécu dans une chambre garnie. Une seule chambre. Un premier étage, rue des Alexiens, là où il y a maintenant la clinique Antoine de Page. Pas Antoine de Page, César de Pape. Mes parents pensaient que je dormais et j'entendais ce qui se racontait entre eux, ou ce qui se racontait avec des amis qui étaient aussi revenus des camps de concentration. Et j'ai encore dans l'oreille certaines des horreurs. Je visualise encore les horreurs qu'ils se sont racontées. C'était encore tout frais pour eux. Et moi, ça m'est resté depuis des décennies dans la tête aussi. Donc, je savais ce qui s'était passé. Je ne savais pas pourquoi. Tu avais quel âge à ce moment-là quand tu entends ces conversations? 6 ans 6 ans 7 ans peut-être. Je ne sais pas. Et tu as le sentiment que ces images que tu t'es imaginées suite à ces récits, avec évidemment les émotions que tu as pu percevoir de tes parents et de leurs amis, est-ce que tu as le sentiment que ça agit comme des souvenirs traumatiques pour toi? C'est peut-être l'adulte que j'étais qui a fini par s'étonner du sadisme. Les nazis avaient des esclaves à leur disposition qu'ils pouvaient tuer pour un rien, mais il ne suffisait pas de tuer. Il y avait encore des façons de le faire. Il y avait vraiment du sadisme de certains gardiens. Et ça m'est resté. Avec quelles émotions? L'incompréhension. La méfiance sur la façon dont les choses vont se passer, parce qu'on a vu que ça recommençait après. On disait tout le temps plus jamais ça. Et puis il y a de nouveau eu des événements qui ont montré que ça existe toujours. Il ne suffit pas de citer le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie. Ça existe encore. Bien sûr. Et est-ce que ça a créé des peurs chez toi ou au quotidien? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Une méfiance peut-être, parce que je me dis que l'antisémitisme renaît. Est-ce qu'il a déjà un jour été éteint, à ton avis? Non, mais il ose à nouveau s'exprimer. Je pense effectivement qu'il n'a jamais été complètement balayé, mais c'était indécent de le manifester. Ça n'est plus indécent, ça se manifeste de nouveau. Comment est-ce que j'ai appris que j'étais juif? Mes parents ne m'ont pas dit qu'on était juif. On n'allait pas à la synagogue, on mangeait du porc. Ça, à l'école, c'est mes petits copains qui m'ont dit sale juif. Sale smos en bruxellois, retourne dans ton pays. Après la guerre, donc. Oui, je ne comprenais pas ce qu'on me voulait. Et puis un jour, à la salle de gymnastique de l'école Charles Bulls, on devait faire les grandes distances. Et le prof de gym s'est approché de moi. Je ne sais pas quelle bêtise j'avais fait, comme peut faire un gosse de 6-7 ans. Et il m'a soulevé par la joue gauche. Je suis rentré avec une joue comme ça. Et il m'a dit, les gens de ta race, c'est comme ça qu'on les dresse. 1946-47, 2 ans à peine après. Donc c'est comme ça que j'ai appris que j'étais juif. C'est pas mes parents qui me l'ont dit. Je ne savais pas pourquoi ils avaient été déportés d'ailleurs. Quand ils racontaient leurs souvenirs. Je ne savais pas que c'était parce qu'ils étaient juifs qu'ils avaient été déportés. Ça, je l'ai appris après, bien sûr.
Tu me disais que tu pensais tous les jours à Auschwitz. Tu peux parler de ça, puisque tu n'y as pas été, mais tes proches y ont été. Qu'est-ce qui se passe pour toi par rapport à cette histoire d'Auschwitz? Par bribes et morceaux, mes parents parlaient. Puis j'ai fait des lectures aussi. J'ai fait des lectures, et il y en a qui sont édifiantes. Il n'y a pas que Primo Levi qui en parle sans affect, une description clinique de ce qui se passe. Mais il y a aussi un livre qui s'appelle Le genre humain de Robert ou Marcel Antelme. Ça te dit quelque chose? Celui-là n'a pas été déporté à Auschwitz, il a été déporté à Buchenwald. C'est pas du tout la même chose. Buchenwald n'était pas un camp de vacances, c'était pas le Club Med, mais c'était pas un camp d'extermination. Mais Antelme décrit la faim au quotidien, alors qu'il n'était pas à Auschwitz. C'est là que j'ai réalisé, parce que mes parents n'étaient pas des intellectuels, je savais qu'ils avaient faim, mais ils ne le décrivaient pas, lui il le décrit. Et il décrit notamment un épisode où, je ne sais plus si c'est une pomme de terre ou le fruit, la pomme qu'il trouve, je crois que c'est une pomme de terre, qu'il trouve par terre, et il veut la ramasser, et puis il y a une botte qui l'écrase. Et il ne peut pas s'empêcher de demander en allemand « Warum ?» pourquoi. Et la réponse c'est « Hier gibt es kein Warum » ici il n'y a pas de pourquoi. Le royaume de l'absurde. J'ai répondu à ta question? Oui. On peut continuer. Tu t'es fait une représentation de ce que tes parents avaient vécu? Oui. D'abord, ma mère a été stérilisée. C'est pour ça que je suis enfant unique. Elle a fait partie du lot de Kobe qui a servi à aux études sur la stérilisation qui devaient servir à stériliser les populations de l'Est. C'est des choses qu'on connaît peu, je pense, ici en Belgique en tout cas. Dans la population générale. Oui, bien sûr. D'abord, on ne l'enseigne pas, ça devrait être enseigné. C'est quand même le traumatisme majeur du XXe siècle, je pense, cette histoire. La Seconde Guerre mondiale, mais aussi ce qu'était Auschwitz, qu'un SS a appelé l'anus du monde. Il l'a appelé en latin parce qu'il était cultivé, Annus Mundi. Ça devrait être enseigné. Or, on ne l'enseigne pas. Combien de temps consacre-t-on à la Seconde Guerre mondiale? Combien de temps à ce qui s'est passé dans ces camps de concentration et d'extermination? C'est négligeable. Donc, nos adultes actuels ne sont pas tout à fait au courant. Alors bon, il y en a qui ont dit qu'on exagérait. On n'exagérait pas. C'est encore pire, je pense. Dire qu'on exagère, c'est une forme de révisionnisme. Oui. Et qui est plus pernicieuse parce que celle-là, elle passe d'une certaine façon. Les gens qui disent que les camps n'ont pas existé, il y a tellement de preuves que bien sûr. Ce n'est pas possible. Par contre, c'était cette forme de révisionnisme où on dit que les gens ont exagéré, celle-là, elle peut passer. Oui. Comme crédible. Oui, effectivement. C'est un petit peu ce que disait le père Le Pen, hein. Les fours crématoires, c'est un détail de l'histoire. C'est pas un détail. Parce que dans les buts de guerre de Hitler, c'était très clairement dit. Il fallait conquérir un espace vital à l'Est et il fallait éradiquer les sous-hommes, les juifs. Secondairement, les tziganes aussi, mais c'était moins formalisé. Et donc ta maman a été stérilisée, ça c'est oui, elle est revenue démolie. Il a fallu pas mal d'années pour qu'elle se refasse une petite santé. Tu as quoi comme souvenir de ta maman démolie? Souffrante, triste. Physiquement et oui, et je ne comprenais pas des années après, quand elle allait bien, qu'elle puisse encore chanter. Je la vois dans sa cuisine occupée à chanter, en travaillant. Extraordinaire. Mais ça reste dans le quotidien. Ça reste dans le quotidien. Combien de fois est-ce que ma mère, quand c'était l'heure du café, ne disait pas « Café holen », qui était un signal au camp quand on apportait
le récipient avec ce qu'ils appelaient un café. D'autres phrases qui ressortaient comme ça. Tu as posé des questions à tes parents? Très peu. Et c'est une caractéristique de notre génération. On ne voulait pas les emmerder, je crois. Et eux ne voulaient pas. Pour eux, il y avait plusieurs raisons. On ne les croyait pas au début. Et ils ne voulaient pas, eux, nous ennuyer, nous charger avec tout ça. Oui, et puis je crois qu'aussi, si on se reporte à l'époque, les enfants n'interrogeaient pas leurs parents sur leur vécu. Même après. Oui, encore même J'ai aujourd'hui. jamais demandé à ma mère, alors que je suis médecin, de quelle façon as-tu été stérilisé. Je l'ai appris après, longtemps après par la bande, parce que j'ai découvert, j'ai là des archives familiales, j'ai découvert le certificat d'un médecin après la guerre. Est-ce que ce traumatisme de ta maman, est-ce que tu as l'impression que ça a joué sur toi, sur ton développement à son corps défendant, bien sûr, hein, c'est-à-dire que le fait qu'elle était traumatisée et physiquement et moralement, psychologiquement... D'abord, je suis devenu médecin pour guérir ma mère. J'avais décidé à 9 ans que je serais médecin. Je ne l'ai pas guérie, mais je suis devenu médecin quand même. Tu aurais voulu la guérir de quoi quand tu dis « je ne l'ai pas guérie » ? Je ne sais pas ce qu'elle avait. Elle n'était pas bien. Et c'est... À 9 ans, tu te dis je vais devenir médecin et que oui. tu as tout de suite l'idée pour ma mère. Oui. Est-ce que tu as le sentiment que dans sa manière, dans sa maternalité, dans sa manière d'être maman, ça a joué, alors bien sûr à son corps défendant, on n'est pas là du tout pour la condamner, mais est-ce que tu as le sentiment que ça a joué dans ton développement? Quoi? Le fait qu'elle soit traumatisée. Donc, il y a eu ton choix de médecin, de carrière professionnelle, très tôt. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Ils m'ont protégé. Ils m'ont protégé. Ils m'ont protégé, mais leur passé m'a influencé quand même, hein, incontestablement. Oui, parle-nous aussi un peu de ton papa et de comment ça t'a influencé. Mais d'abord, la façon dont les gens s'en sortaient là-bas. Il fallait plusieurs paramètres pour résister et pour en sortir, pour espérer en sortir. Il fallait de la chance et de la chance, mais aussi de la solidarité et essayer de rester un humain. Ma maman me disait il fallait se laver de n'importe quelle façon, même avec de la neige. Il voulait faire de nous des bêtes, il fallait rester propre. Probablement, c'est pour ça que ma maman m'a inculqué le principe d'hygiène. Mon père me racontait qu'il fallait rester un homme, quelles que soient les circonstances, que les SS rassemblaient parfois les prisonniers d'un bloc, jetaient un morceau de pain dans le cercle. Il disait qu'il ne fallait pas, comme certains, se précipiter et se battre pour ce morceau de pain, il fallait rester derrière. On ne se bat pas pour un morceau de pain quand on est un homme et qu'il y en a d'autres qui ont faim aussi. Donc je crois que tout ça m'a influencé au point de vue formation. Oui, donc effectivement, il y a eu beaucoup de processus de déshumanisation. Ça a été aussi le cas dans le génocide au Rwanda, c'est-à-dire que... C'est une classique. Voilà, c'est une classique, c'est qu'en fait, c'est terrible à dire, mais on travaille toujours pour le bien. C'est-à-dire que toutes ces guerres, tous ces génocides, le terrorisme, les gens qui font des horreurs agissent toujours au nom du bien. C'est difficile à entendre, mais c'est-à-dire qu'ils ont subi un lavage de cerveau, une propagande qui font que l'ennemi est des cafards, un cancer de la société, de la vermine, des cancrelats, hein, et donc, ou des chiens, pour les musulmans par exemple. Un chien, c'est quelque chose qui est très négatif, méprisable, et donc on déshumanise. Donc à ce moment-là, on peut agir au nom du bien, puisque l'autre n'est plus un humain. Et donc il y a quand même pas mal effectivement de témoignages de juifs qui disent comment rester humain dans l'inhumanité, hein, dans ces environnements où on est considéré moins que des bêtes.
On est un numéro. Oui, et là, effectivement, même gravé dans la peau. Hein. Et ton papa, il manifestait comment son traumatisme, comment il le portait? Quand je vivais chez mes parents, mon père faisait des cauchemars régulièrement, je l'entendais crier la nuit. Il a failli mourir plusieurs fois. Mais je crois que c'était un homme très sage, pas cultivé mais très sage. À un moment donné, il devait décharger des trains qui ramenaient d'Union soviétique des biens, et ils étaient gardés par une escouade de SS, de jeunes SS, et les SS devaient s'entraîner à tirer. S'ils partaient à 100 prisonniers, ils ne devaient en ramener que 50. Donc ils devaient liquider une cinquantaine de prisonniers en s'amusant à tirer sur eux. Mon père est passé à travers ça. Il a eu de la chance aussi parce qu'à un moment donné, on demandait des volontaires, des tailleurs, pour ce qu'on appelait au camp de concentration le Canada. Le Canada était un endroit mythique, censé être agréable dans cet enfer, où quelques prisonniers triaient les vêtements des autres qui étaient arrivés, devaient sortir des poches tout ce qu'il y avait, récolter les devises, réparer les uniformes du personnel. Et puis un prisonnier plus âgé qui a dit à mon père, lève la main, qui a dit, je ne suis pas tailleur, lève la main. Et c'est comme ça que mon père a atterri là-dedans. Il n'était pas tailleur, mais il a fait un petit boulot là. Et l'avantage, c'était qu'il était au chaud pendant ce temps. Je ne sais pas combien de mois ça a duré, à l'abri des coups. Et quand il y avait une sélection, parce qu'il fallait faire de la place pour les nouveaux arrivages, donc on choisissait des gens à liquider, à gazer et à brûler. Et quand le SS s'amenait pour faire une sélection au Canada, le capot, donc le prisonnier qui était en charge, et qui à l'époque était un communiste allemand, disait, si tu veux que le travail soit fait, tu me laisses tous ces gens, je ne peux pas me passer d'eux. Ça veut dire que d'autres partaient au four crématoire, bien sûr, mais c'était la règle. Et mon père a été emmené à un moment donné au ghetto de Varsovie. J'ai appris plus tard que c'était un bataillon disciplinaire. Quand le ghetto de Varsovie, après sa révolte, a été complètement détruit, les Allemands allaient en faire un square à la gloire du Führer, mais il fallait déblayer et mettre de côté les briques qui pouvaient encore servir, etc., et les vendre, pas les prisonniers, les vendaient aux Polonais qui cherchaient des briques. Et une femme était venue, et une Polonaise était venue, avait entrepris une conversation avec mon père, il lui avait dit, si tu veux, je peux te cacher. Et mon père m'a raconté que la canonnade était déjà audible, l'armée rouge arrivait, elle était de l'autre côté de la Vistule, et mon père s'est dit, j'ai résisté jusqu'à présent, j'ai peut-être une chance d'en sortir en restant. Par contre, si je vais me cacher chez cette femme et qu'on me trouve, le diagnostic est immédiat et la sanction aussi, je serai pendu. Et il est resté, il a refusé de s'échapper. Et la toute dernière fois, après la marche de la mort, lui, il a été libéré aux environs de Munich. Ils sont entre les lignes allemandes et américaines. Il n'y a plus de gardiens, les essais sont fuis, mais il tombe sur des soldats de la Luftwaffe, des aviateurs, qui les rassemblent et les fusillent par paquet de 10. Et ça va être les tours de mon père, avec ses copains, enfin avec certains copains qu'il a gardés après. Et mon père pense en lui-même, je vais peut-être mourir, mais vous avez perdu la guerre. À ce moment-là arrive le motard allemand qui demande aux aviateurs, qu'est-ce que vous faites? Ben, on fusille ces gens, c'est des espions. Vous en avez reçu l'ordre? Non. Vous arrêtez et on part. Pendant des années, mon père a fêté cet événement avec 2 autres. Ils allaient être collés au mur. Ils ont encore une fois échappé. Ça, c'est la chance. Le moteur arrivé 5 minutes plus tard.
Il ne revenait pas. Qu'est-ce qu'elle disait, ton émotion, quand tu parles de ça? Est-ce que c'est parce que tu te mets à la place de ton papa? Qu'est-ce qui... Probablement. Probablement. Attends, savoir pourquoi j'ai une bouffée d'émotions. Comme quand je raconte parfois ce que ma maman m'a raconté, ce qui lui donnait le courage de résister. C'était quand le ciel était bleu à Auschwitz et que ça le faisait penser aux yeux bleus de son bébé. Moi, je parle aussi du trauma empathique, c'est-à-dire finalement qu'on peut souffrir de ce que les autres ont vécu, qu'on n'a pas vécu nous-mêmes, mais par empathie de gens dont on est proche, qu'on aime, on a la souffrance qu'on pense qu'ils ont pu avoir, enfin, on se met quelque part à leur place et ça donne beaucoup de souffrance personnelle. C'est comme si on avait un traumatisme qui se transmettait, mais par empathie, par cette contagion empathique. Parce que dans ton histoire, il y a quand même beaucoup d'accumulation de traumatisme. Donc du coup, effectivement, comme tu étais tout petit, tu ne t'es pas rendu compte qu'il y avait la guerre, ou en tout cas que tu étais un enfant caché, que tu étais juif, etc. Il y a certainement eu un premier traumatisme dont tu ne te souviens pas, mais qui a été l'arrachement à tes parents, puisque pour un enfant, un traumatisme, c'est pas la mort, parce que la mort, il n'a aucune représentation à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans de ce que c'est la mort, mais c'est la perte de ses parents ou c'est la douleur physique. Donc en l'occurrence ici, la perte des figures parentales est quelque chose qui peut faire trauma. Alors ce qui a permis que ça ne fasse peut-être pas trauma, en tout cas que ça n'ait pas des conséquences à long terme, c'est que tu as été bien sécurisé, bien aimé par ton parrain et ta marraine qui donc ont pu compenser cette perte-là. Puis tu racontes effectivement, il y a eu ce trouble de l'arrachement, de l'attachement avec eux quand tu es retourné chez tes parents, mais il y a quand même toute cette série de petits traumatismes qui s'accumulent après quand tu es traité de sale juif, à la fois par tes copains de classe et à la fois par ceux qui devraient au moins te protéger, parce que les enfants peuvent être cruels, ils n'ont pas l'empathie qui est développée, mais de la part d'un enseignant, c'est-à-dire qu'on sent bien que même après la guerre, l'antisémitisme reste extrêmement présent, et donc ce regard de l'autre sur toi, avec effectivement ces violences psychologiques et même physiques, plus de vivre dans un environnement avec des parents qui étaient aimants mais qui avaient leur propre souffrance. Je ne sais pas ce qu'un enfant qui est dans son lit, qui entend son père crier parce qu'il fait des cauchemars, ressent, mais tout ça, ça doit quand même être très pesant. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a pu vivre pendant la guerre, et puis il y a toutes les conséquences qui sont aussi en elles-mêmes traumatiques. Tout ce que tu as pu entendre de tes parents et de leurs amis quand ils croyaient que tu dormais, ou les représentations que tu t'en es faites. Moi, je parle de souvenirs qui sont, parce que c'est comme une forme de souvenir, ce sont des images actives. Quand tu entends ces choses que les adultes disent à ce moment-là, tu t'en fais une représentation, tu t'en fais des images, mais à ces images sont associées à la fois les émotions que tu perçois dans le discours des adultes, ce qu'ils en disent de ces émotions éventuellement, mais aussi ce que toi tu te représentes de ces émotions. C'est-à-dire que ces images, elles vont se stocker dans le cerveau, dans la mémoire, avec des émotions. Et c'est pour ça que ça peut aussi agir comme des souvenirs. On ne l'a pas vraiment vécu soi-même, on ne l'a pas vécu soi-même, mais on le vit parfois comme si c'était un vécu personnel, oui, parce que ça s'est mis dans notre mémoire. Et qu'il y a les parties sous-corticales de notre cerveau, donc tout ce qui est système limbique, etc., ne sait pas si on a vraiment vécu les choses ou pas. Ça, c'est le cortex qui sait. Et donc, du coup, il y a des choses qui peuvent se passer comme si on les avait réellement vécues. Alors, je visualise des scènes. Tout à fait, comme si tu les avais réellement vécues, alors que tu t'en es, entre guillemets, seulement fait une représentation, oui, mais qui est très vivide. C'est un terme qu'on n'utilise plus beaucoup en français, qu'on utilise encore en anglais, qui est un peu obsolète en français, mais qui veut dire très vivant au niveau sensoriel, parce qu'en fait, on les a imaginés, mais avec les émotions. On les a intériorisés.
Tes parents, qu'est-ce que tu as encore envie d'en dire, de partager par rapport à eux, par rapport à leur histoire, par rapport à votre histoire commune? Alors notre histoire, la grande histoire, quand on me demande pourquoi je suis juif alors que je n'ai aucun attachement, je suis athée, qu'est-ce qui me rattache à ce groupe humain? Je dis aussi qu'il y avait une culture juive qu'Hitler est parvenu à quasi l'éradiquer. Et il y avait des scientifiques, il y avait des écrivains, il y avait des poètes. Il y a ça, mais il y a aussi un autre fait, et qui malheureusement est négatif, c'est que j'ai la sensation d'être entouré de fantômes, avec tous les gens qui ont disparu de ma famille. De ma famille, si je fais le compte, il y en a 9 qui ont été déportés, il y en a 3 qui sont revenus. Des gens dont on parlait, dont mes parents parlaient en baissant la voix. Donc j'étais entouré de fantômes. Et je me dis que ces gens n'ont été tués, massacrés, que pour une seule raison. Ils n'avaient commis aucun forfait. Ils avaient eu le tort de naître et de naître juifs. Donc je me dis que si je ne me rattache pas à ce groupe humain, que si je ne me dis pas juif, j'aurais l'impression de les assassiner une seconde fois. Maintenant, du côté de mes parents, ce qui m'a frappé, alors qu'ils y ont vécu si longtemps, mon père a passé presque 3 ans là. Quand il est arrivé au ghetto de Varsovie, il n'avait que 5 chiffres. Et le SS qui l'a accueilli lui a dit en allemand: « Ah, tu es un ancien, toi. » Il n'aurait plus dû être vivant avec 5 chiffres. Les autres avaient 6 chiffres. Ma maman décède en 1997 et je m'occupe alors des papiers de mon père, je fais les paiements, etc. Et un jour j'arrive chez lui, je le trouve assis à la table du lit, comme ça. Et je lui lance: « Quoi tu penses, papa ?» Il avait près de 90 ans. Et ce bonhomme qui a vécu près de 3 ans dans les camps de concentration me dit: « Je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas que des hommes aient pu faire ça à d'autres, et surtout qu'ils aient pu le faire à des enfants. » Il l'avait vécu et ne comprenait toujours pas. Que te dire de plus? C'est quoi pour toi le devoir de mémoire? Ça doit servir. Ça doit servir pour essayer que ça ne se reproduise pas, que ce soit pour les juifs ou pour d'autres. Mais c'est un peu désespérant quand même quand tu regardes l'évolution. Oui, qui est un éternel recommencement, pas seulement avec les juifs. Mieux perfectionné. Avec les juifs, ça continue, ça fait des millénaires, mais c'est vrai que dans le monde, il y a des personnes... Pas des millénaires, mais disons grosso modo pas loin de 2000 ans. C'est donc des millénaires. Les Romains n'étaient pas antisémites, hein? Non, mais ça fait des millénaires parce qu'il y en a 2, hein, donc déjà... Ouais. Est-ce que tu t'investis, si on voit ta bibliothèque, effectivement, il y a beaucoup de livres qui ont à voir avec la Deuxième Guerre mondiale et avec ce drame de la Shoah. C'est quelque chose qui est présent. Que je n'aime d'ailleurs pas. Explique-nous. Pour moi, ce n'est pas un holocauste, ce n'est pas la Shoah. J'aime bien, je préfère la dénomination de la thèse et des livres écrits par Raoul Hilberg. Non? C'était un étudiant américain qui a fait une thèse sur ce qu'il appelait la destruction des Juifs. Et je crois que ça, c'est le terme exact. Et il avait tellement de documents qu'il en a fait 2 gros bouquins qui ont été publiés après. Maintenant, ça existe en poche en 3 tomes. Il faut le lire, c'est effarant parfois, sur la genèse et sur la façon dont ces gens se comportaient, sur le courage ou le non-courage d'autres, etc. C'est là-dedans, par exemple, que j'ai appris dans ce livre, c'est une aparté, que les groupes socio-professionnels qui ont le plus adhéré au nazisme, c'était des intellectuels, les juristes et les médecins. Et ceux qui ont le plus résisté, c'était les artistes et les ouvriers, qui ont le moins adhéré.
comment il explique ça ou comment toi tu l'expliques? Quand j'étais aux messes à l'hôpital et qu'on y mangeait, je regardais autour de moi et je me disais comment est-ce que celui-là, à ce moment-là, aurait réagi. Je crois d'abord qu'il y avait l'antisémitisme latent de la société et il y avait des places à prendre. Si on élimine un professeur juif, eh ben, il faut le remplacer. Je crois qu'il y avait de ça aussi. Et puis bon, il vaut toujours mieux être du côté du manche que de l'autre côté. Être gardien dans un camp de concentration, déjà, est moins dangereux que de partir sur le front de l'Est. Hein. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout à fait. La seule chose, c'est que je ne suis pas sûr que seuls les Allemands en soient capables. Je ne pense pas. Et les éléments ont montré que ce n'est pas vrai. Parce qu'on les accuse, on dit qu'ils étaient nés pour ça. Je ne pense pas. C'était la nation la plus cultivée d'Europe. Tout à fait. À l'époque, déjà en 14-18, c'était... avant la guerre de 14, c'était les meilleurs scientifiques. Les meilleurs scientifiques, les artistes, les compositeurs, les poètes, les écrivains. Et c'est peut-être ça aussi qui, pour certaines personnes, rend les choses encore plus incompréhensibles, c'est que dans les SS, qui étaient quand même parfois les gens les plus élevés intellectuellement, qui adoraient la musique, le théâtre, qui ont pillé d'ailleurs les œuvres d'art, et pas seulement pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de grands esthètes, de grands amoureux de l'art. Oui. C'est cette différence entre ce côté intellectuel, parfois très très élevé, ce côté cultivé aussi en termes de culture générale et de l'art, et cette horreur à côté. C'est comme si on ne pouvait pas mettre les deux choses ensemble. On a des préjugés. Oui, on a des préjugés, nous, sur le fait, dans nos sociétés, souvent sur le fait que les brutes épaisses sont forcément des gens de milieux socio-économiques très pauvres, et c'est souvent tout à fait l'inverse. Les barbares ne sont pas ceux qu'on croit. Voilà, les barbares ne sont pas ceux qu'on croit. Et ce que tu dis, c'est vrai que quand tu parles de schizophrénie, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de clivage dans la personnalité. Ils aimaient leurs enfants, ils aimaient leurs musique. Enfants, bien sûr. Il paraît que l'un des dirigeants, l'un des chefs d'Auschwitz, je ne sais plus si c'est Heuss ou celui qui l'a remplacé un temps, mais quand il rentrait chez lui, il faisait de la musique. Il prenait ses enfants sur ses genoux. Bien sûr. Dans la journée, tuer un autre enfant ne le dérangeait pas. Tout à fait. Je pense que c'est ça qui rend pour les gens encore les choses plus incompréhensibles. Ce sont en fait des personnes qui ont une vie complètement normale par ailleurs, qui se comportent tout à fait normalement. On a vu ça aussi au Cambodge, avec des gens qui ont mené des campagnes de torture quasiment, et qui étaient des papas aimants, des maris attentionnés, et parfois effectivement très cultivés et très intellectuels. On raconte une anecdote, je ne sais plus dans quoi j'ai lu ça. Ça se passe dans une petite ville de la Pologne occupée par les nazis. Localement, il y a un seul policier professionnel, les autres sont des supplétifs. L'ordre vient de liquider les juifs du village. Il demande des volontaires. Il n'y en a qu'un seul qui a refusé. Ce n'étaient pas des professionnels, c'était des instituteurs, des comptables. Il y a un seul qui a refusé. C'était un prêtre. Les autres ont accepté d'y aller, tous. Qu'est-ce que tu estimes être à l'origine de cet antisémitisme maintenant, à l'époque? Est-ce que c'est de la propagande? Qu'est-ce qui fait cet antisémitisme? C'est quoi le terrain, le terreau? Certains disent qu'il faut toujours un bouc émissaire quand la société va mal. Et d'autres disent les juifs, c'est comme les canaris des mineurs que les mineurs emportaient et qui signalaient qu'il y avait du grisou avant que le grisou ne se manifeste. Oui, donc c'est un gaz qui permettait les canaris permettaient de voir s'ils mouraient, c'est qu'il y avait du gaz, et donc voilà. Le risque était effectivement qu'il y ait des explosions de grisou.
Quelle était la question encore? Oui, la genèse de l'antisémitisme. Oui. Donc il faut toujours un bouc émissaire. Je crois qu'en ce qui concerne l'antisémitisme, au départ, c'est l'antisémitisme de l'Église qui a commencé au IVe siècle avec le juif peuple déicide. L'Église a représenté les Juifs, même quand il n'y avait pas des Juifs dans la ville ou dans le village. Dans les églises, les représentations des Juifs étaient toujours avec un nez. Moi, je n'ai jamais vu un nez pareil, comme celui qu'on a vu récemment au carnaval d'Alost. Il paraît que c'est de l'humour. Ça servait, je pense, à différencier ce qui était une secte juive au départ du reste des Juifs. Il fallait les stigmatiser. Donc le stigma, ce qu'on avait trouvé, c'était qu'ils avaient globalement tué le Christ. Ça, c'est l'antisémitisme religieux, parce que pour autant que le juif se convertissait, souvent les choses passaient. On les enfermait dans des ghettos, mais on ne les tuait pas nécessairement. De temps en temps, il y avait bien un petit pogrom, il fallait bien trouver une explication à une épidémie de peste. Bon, ça ne pouvait être que les Juifs qui avaient empoisonné les sources. L'antisémitisme du XIXe siècle, c'est différent. Il a sa naissance dans cet antisémitisme chrétien, mais je crois que ça offre déjà une victime possible à un antisémitisme politique, où il s'agit de faire sortir les Juifs de certaines professions, de certains milieux politiques. On leur attribue la naissance du bolchevisme, par exemple. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Juifs chez les bolcheviks, et chez les communistes en général. Mais ils ne l'ont pas inventé. Bien sûr, Marx était d'origine juive. Mais l'antisémitisme hitlérien est un antisémitisme racial, c'est-à-dire qu'on a créé des critères raciaux qui n'existent évidemment pas. L'exemple type du bonarien, c'est le blond aux yeux bleus. Pour la petite histoire d'ailleurs, ma mère passe à côté d'un camion de soldats allemands, avec moi dans ma poussette. J'étais, paraît-il, la rumeur dit que j'étais un beau bébé blond aux yeux bleus. Et un des soldats allemands a dit en allemand, mais c'est pas possible, c'est pas un enfant juif ça. Et pourtant, oui, j'étais juif. Mais les critères ont été créés, il y a eu des expériences, les médecins se sont dévoués à la tâche durant la période nazie. Tu sais ce qui s'est passé dans ce camp de concentration en Alsace, où on envoyait des cadavres de gens gazés spécialement pour pouvoir avoir leur crâne, etc. On a besoin d'un bouc émissaire, c'est soit religieux, ça c'était avant, l'Église a fait son mea culpa depuis, et puis maintenant il y a de l'antisémitisme racial, les Juifs possèdent tout, les Juifs tiennent les médias, les Juifs ont la finance. Alors, c'est vrai qu'il y a des banquiers juifs, mais il n'y a pas que des banquiers juifs. Alors, c'est vrai qu'il y a des journalistes juifs, mais il n'y a pas que des Juifs comme journalistes. Il y a quelques prix Nobel juifs aussi, c'est vrai. Est-ce que tu penses que... Est-ce que j'ai répondu à ta question? Tout à fait. C'est une des hypothèses aussi, c'est que le traumatisme peut se transmettre génération en génération. Hein. Maintenant, il y a toute la science de l'épigénétique qui montre qu'il y a des blessures
si on peut l'appeler comme ça, ou des cicatrices en tout cas. Hein, donc, bon, il y aura une émission sur l'épigénétique avec une épigénéticienne prochainement sur ma chaîne YouTube. Mais donc il y a des marques génétiques qui sont portées par la personne qui a vécu un trauma, mais qui se transmet aussi aux générations, au moins sur 3 générations. Mais l'hypothèse aussi, c'est que ce qui pourrait se transmettre, c'est la résilience. Hein, c'est-à-dire qu'après avoir vécu un traumatisme, le fait de rebondir, et pour moi la résilience ne veut pas dire qu'on n'a plus de trauma. Hein, on peut très bien se développer dans de très nombreux domaines et puis malgré tout encore avoir des symptômes de traumatisme, et on peut parler de résilience. La résilience n'est pas quelque chose d'absolu et qui durerait d'ailleurs nécessairement toute une vie. Il y a des moments où on peut être moins résilient. Et on peut penser aussi que la résilience peut se transmettre de génération en génération. Par exemple, on a vu que effectivement dans les populations juives, on a peut-être plus de personnes qui vont s'investir au niveau des études parce que c'est quelque chose qui a permis de s'en sortir, qui sont parfois plus en famille, c'est-à-dire où la famille est plus importante, des familles plus soudées, avec parfois moins aussi de séparation, de divorce, parce que être en famille, c'était aussi quelque chose qui a permis de survivre, de dépasser les choses. Est-ce que c'est des... Alors peut-être plus maintenant, parce que le temps commence à passer depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'en tout cas, c'est des choses qu'on a pu remarquer dans l'après-guerre, que peut-être effectivement aussi, ce qui avait permis de s'en sortir était aussi transmis aux enfants. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de dire un mot par rapport à ça? Ça te parle, ça ne te parle pas? Mes enfants vont bien, mes petits-enfants vont bien. Ils sont un peu plus loin que moi de la communauté juive, mais se considèrent comme juifs, même s'ils forment des couples mixtes. Non, je ne vois pas ce que je dirais de plus là-dessus. Okay. Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, à t'en sortir dans toute cette période difficile de ton enfance avec tes parents qui étaient traumatisés, etc. Je pense d'abord que malgré tout l'amour de mes parents, leur compréhension et le fait qu'ils m'ont fait confiance pour beaucoup de choses. Et puis j'ai été dans des colonies à partir de l'âge de 8 ans, une colonie qui était gérée par ce qu'on appelait Solidarité Juive, et puis dans un mouvement de jeunesse, et je crois que ça nous a donné une colonne vertébrale à ceux qui ont bénéficié de cette colonie ou de ce mouvement de jeunesse. J'ai d'ailleurs une photo où en colonie, nous sommes un groupe à danser, à faire une hora sur un bunker allemand. C'était inconscient, mais j'y vois une sorte de victoire. Oui, ce que tu dis est important. Ce que tu dis est important, c'est ce qu'on appelle les tuteurs de résilience, c'est-à-dire que pour pouvoir s'en sortir, quand on a vécu des événements difficiles, on a besoin en tout cas les enfants ont besoin de s'appuyer sur quelque chose. Et donc toi tu as eu les adultes, on parle souvent d'avoir un adulte où on a un attachement sécure, tu en parles, mais effectivement on parle aussi beaucoup de tuteurs de résilience, en tout cas moi j'en parle, par les pairs, PAIR, donc par les personnes du même âge, et c'est vrai que le scoutisme, les mouvements de jeunesse ont joué un grand rôle par rapport à ça. Ça a une importance capitale. Je m'en suis rendu compte, je devais avoir 15 ans je crois, quand je me suis rendu compte de l'apport que ça a été. Dans la colonie où j'allais, où j'ai été jusqu'à mes 17 ans, j'étais moniteur à ce moment-là déjà, il y avait au mur des slogans. Un pour tous, tous pour un. Il y avait un autre slogan qui disait plutôt « mourir debout que vivre à genoux ». Ça dit déjà beaucoup. Et tu as gardé des contacts avec certaines de ces personnes de ce mouvement de jeunesse encore aujourd'hui? On m'a téléphoné tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose ou d'ajouter quelque chose pour clôturer cet entretien? Je ne vois pas quoi d'autre. On peut continuer encore pendant des heures.
Parce qu'il y a des choses qui me reviennent de ce que mes parents m'ont dit à un moment donné, par bribes, par morceaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, merci à toi. Avec plaisir, si je puis dire. Même si c'est pas amusant. Oui, c'est important, mais c'est pas amusant. C'est un mal nécessaire de témoigner. Oui, je pense. Donc c'est parce que nous un mal parce disparaissons. que ça fait mal, mais c'est nécessaire parce que c'est. Face à il ceux faut qui disent éveiller que ça les n'a pas consciences. existé ou que c'était pas aussi terrible que ça. Et puis même ceux qui ne disent rien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tout simplement conscience, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait prêts à entendre ce qu'on a à leur dire, mais pour entendre ce qu'on a à leur dire, il faut qu'on leur parle. Je crois que l'enseignement a loupé cette mission. Eh bien, j'espère qu'on a un petit peu réparé ça aujourd'hui. J'espère. Merci.